morning, everyone. Good morning, everyone. Much better, much better. I bring you greetings from East Africa. My name is Ramanyang, as Ramatulai very ably introduced me. I'm a business journalist. I work with Bloomberg. My usual stomping grounds over in East Africa, but I'm always happy to travel across our vast continent that we call home. Thank you very much for the invitation to come to Togo once again. Lovely country. We always hope to have a bit more time to. Nous aurons du temps à passer ici. Nous allons passer davantage de temps à l'avenir. Monsieur le Président, vous avez lancé le débat si bien, parce que cela se met en liaison avec la conversation qu'on va tenir tout à l'heure. C'est un continent d'opportunités immenses. Et pourtant, les raisonnements, c'est que dans certaines situations, on est injuste vis-à-vis de l'Afrique. On dit, ouais, l'Afrique est trop risquée. Il y a de cela 24 heures, la compagnie Ethiopian Airlines veut s'acheter 37 nouveaux avions. Écoutez, cela ne veut pas dire un continent risqué. Mais il y a un écart entre la perception et la réalité sur le continent africain. Nous allons détailler cela tout de suite. Je veux inviter pour cette conversation, je vais commencer par Sergio Pimento, le vice-président chargé de l'Afrique. Nous aurons également Jules Ganka, qui est le PDG du groupe de fonds de garantie de l'Afrique. Il va participer à cette conversation, Jules. Et également, nous avons Paty Mati, il est directeur général de la Société d'assurance nationale de la Namibie. Voilà, quelqu'un qui peut nous dire comment est-ce qu'on peut gérer les risques. Et finalement, nous aurons Marie Fatou, elle est le PDG de United Bank for Africa. Abdullah, on va commencer avec vous parce que l'UBA a une histoire intéressante. En 2010, j'étais journaliste en ce moment. On se disait, mais pourquoi est-ce que l'UBA met tout ce temps à s'élargir sur le continent africain? Votre chiffre de l'année dernière, ça, on voit que vos efforts ont payé. Par 45% des bénéfices de l'UBA viennent du dehors du Nigeria. Nous voyons toutes ces organisations qui se dégagent du marché africain, là où on pense que le marché est risqué. Est-ce que cela constitue pour vous une opportunité? Merci infiniment. Je pense que la question est la bienvenue pour nous. À la banque UBA, nous croyons fermement en l'Afrique. Et longtemps avant que les gens ne voient l'opportunité au loin, mon président et son groupe ont perçu l'opportunité et les gens se posaient la question. Et comme le président l'a dit, nous avons décidé depuis ce moment de changer le narratif par rapport à l'Afrique. Et si on ne le fait pas, qui d'autre va le faire? Nous croyons au capitalisme. L'Afrique ne peut être développée que par des Africains. Il a pris ce risque et cela a payé. Et je pense qu'il n'y a pas meilleur moment d'en discuter qu'aujourd'hui, de discuter du thème qui nous réunit au sujet de l'Afrique qui soit en mesure de mobiliser jusqu'à 1,5 milliard. Il y a des opportunités illimité. L'UBA est dans 20 pays, mais on ne va pas s'arrêter là. On va évoluer dans les autres pays africains et on croit qu'il n'y a pas meilleure façon de le faire. Et comme je l'ai dit initialement, on est en train d'en tirer avantage. Il y a des opportunités illimitées, on est prêt à en tirer profit.
Est-ce que vous allez faire des acquisitions dans les différents pays? Oui, on peut prendre les deux options. Aujourd'hui, il y a beaucoup de sorties des acteurs internationaux dans le secteur banquier. Pour nous, c'est des opportunités à saisir s'il y a l'opportunité pour nous d'acquérir, de faire des fusions ou de connaître une croissance organique, c'est chose bienvenue. C'est très facile de parler, mais lorsqu'il faut mettre l'argent sur la table, c'est ça. Vous avez parlé de 45 milliards d'engagements hier, l'année dernière. De votre position, quelles sont les demandes en capitaux actuellement? Parce que tous les indicateurs sont en train de tourner au rouge. L'inflation qui chute, qui monte dans certains pays. Quelle est la demande pour les capitaux? Merci, c'est un plaisir d'être ici. Je dis comme l'avait dit. Il y a les chiffres là, il y a des données qui ne sont pas encourageantes, mais en d'autres termes, les opportunités sont immenses et la demande est très forte. Et son Excellence l'a dit dans son allocution d'ouverture. Et l'UBA est en train de faire du bon travail. Toutes les opérations de croissance et les succès enregistrés. Nous avons une année record l'année dernière avec 43 milliards de dollars déployés. On a 11,5 en Afrique. C'était le chiffre le plus élevé parce qu'on a vu les opportunités et on a vu également le changement au niveau de la demande. Les tendances sur lesquelles nous devons nous focaliser, c'est par exemple la régionalisation des marchés, comme l'UBA est en train de faire, en train de conquérir de nouveaux marchés, des sociétés, des banques, des institutions financières en Afrique et cible les marchés régionaux et non les marchés locaux et nationaux. Et voilà ce qui suscite les demandes. Je pense également qu'il faut voir ce que le secteur privé fait à travers le continent et le rôle des PME, parce que je vois une forte demande de financement et d'accompagnement, non seulement pour le financement, mais le travail du travail de conseil. Et les institutions financières, nous tous, nous devons accompagner la transformation que l'Afrique est en train de connaître, ce soit l'urbanisation, l'adaptation au changement climatique. Toutes ces opportunités sont des domaines dans lesquels nous devons accompagner le continent. Et nous allons revenir à la nature de cet accompagnement. Petit, je viens à vous. En ce qui concerne la question du risque, et je veux citer Kanan Kanakazi, on a discuté l'année dernière, et cela découle de rapport annuel. La différence entre les pertes sera plus grande à l'avenir parce que nous, on est en train de parler des dommages qui sont compliqués par le changement climatique. Il n'y a pas longtemps, le Nigeria a connu une inondation inimaginée. La Somalie, dans l'Afrique de l'Est l'année dernière, plusieurs pays ont connu l'inondation. D'où est-ce qu'on va trouver les capitaux pour faire face à ces risques climatiques? Les risques sont là et on n'a pas les capitaux pour y faire face. Merci, Kamatirama. La question est pertinente. Et comme vous l'avez dit, l'écart de protection l'écart est énorme. La plupart de nos gouvernements actuellement, vous avez parlé d'inondations qui arrivent un peu partout. La plupart des pays sont en train de connaître cette expérience d'inondation et cela crée en réalité un sérieux problème. Il y a un écart géant de protection et quand on prend la pénétration de l'assurance, la couverture que nous avons en tant que société, en tant que compagnie d'assurance, c'est très limité. Donc il y a un écart énorme de protection. Quand il y a des inondations, le gouvernement est obligé d'intervenir et la plupart du temps, le gouvernement, cela joue
sur les PIB de nos pays, lorsque l'argent qui doit aller dans le développement doit aller dans la prise en charge de ces situations. Et cela, en tant que secteur d'assurance et de réassurance en Afrique, nous jouons un rôle central. J'ai besoin de l'eau également. Cela nous amène à dire que lorsque nous regardons le secteur de l'assurance en particulier, nous aurons besoin d'augmenter la capacité financière. Et si, par exemple, nous prenons notre balance d'échange, nos capitaux ensemble, c'est 2,5 milliards. Cela veut dire pour nous, en tant que réassureurs africains, nous prenons le risque ensemble et nous devons, par conséquent, renforcer le niveau de capitaux pour faire en sorte que nous puissions assurer la croissance qui est attendue en Afrique. Et ensemble, avec cela, nous avons le défi. Si nous prenons nos régulateurs pendant que nous parlons, le Nigeria, par exemple, a augmenté les besoins de capitaux à 50 millions, le Ghana 25 millions. Et en tant que réassureur en Afrique, nous devons apporter l'accompagnement pour la croissance en Afrique. L'une des choses dont nous avons débattre plus en détail dans les 45 prochaines minutes, si vous voulez développer ces organisations pour en faire des champions panafricains, est-ce qu'il y aura des capitaux pour cela? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ma question suivante pour vous et pour Joe. Les règles varient d'un marché à l'autre. D'un pays peut avoir différents besoins de capitaux, un autre pays peut avoir différentes règles, comment structurer la fourniture des services à travers les mobile money et autres. Et il y a certains des régulateurs qui étaient ici. Nous voulons étendre, occuper tout le continent, mais il faut que les règles soient en place. Quelles sont les 3 choses importantes qu'il faut mettre en place? Je pense amplement que la première chose à faire, c'est de tirer profit des opportunités énormes. Lorsque j'ai parlé qu'il y a un peu de sortie des financiers internationaux, je pense que les Africains, le secteur financier africain doit saisir l'opportunité là, et pour que nous tirions avantage, nous devons accroître notre capacité, nous devons renforcer le système de gouvernance parce qu'il faut améliorer la confiance des investisseurs pour que d'autres personnes soient disposées à se joindre à nous. Nous devons accroître notre capacité, nous devons croire en Afrique et investir davantage en l'Afrique. Le cadre réglementaire et le cadre de gouvernance doivent être renforcés. La deuxième chose à prendre en compte, c'est l'harmonisation des systèmes de réglementation financiers. C'est déterminant pour pouvoir promouvoir ces échanges intra-africains. L'une des choses que nous sommes en train de faire avancer, c'est le commerce intercontinental. Je ne sais pas si vous avez suivi l'événement au Ghana où nous avons signé un contrat de 6 milliards de dollars pour les PME dans le cadre de la ZLECAf. Si l'Afrique doit prospérer, l'obligation, c'est les échanges intra-africains. C'est le moteur de la croissance. Vous voulez dire qu'il faut négocier ces règles à travers le continent par le biais de la ZLECAf? Oui, cela doit y participer. Mais je crois que les banques centrales, les banques régionales doivent être interconnectées pour que nous puissions réduire au minimum les réglementations pour éviter les barrières qui existent. Je n'aurai pas besoin, lorsque je veux exporter une petite chose comme des chapeaux,
du, du, du Togo vers le Nigeria, il faut convertir le CEDIS ou le Naira en euros ou en dollars d'abord. Lorsqu'il y aura l'harmonie financière, je ne parle pas de politique encore, l'harmonie financière de nos systèmes, où je peux aller dans ma banque centrale au Ghana et avoir du CFA, cela va ouvrir le chemin pour les échanges interafricains. Et la troisième chose, c'est de faire face à ce que vous avez dit, le changement climatique. C'est réel, cela est là devant nous, et pour nous, c'est une opportunité, il faut occuper la place centrale pour nous. Le secteur financier doit rechercher, on ne peut pas répondre à ces questions de façon intérimaire. Nous devons aller vers le développement, mobiliser les financements pour le long terme, aussi bien à l'interne qu'à l'externe. Cela veut dire qu'il faut proposer des produits innovateurs. Vous avez dit dans une partie très intéressante de l'industrie financière, et beaucoup d'autres d'entre nous qui sont dans l'industrie du taille, est-ce que ce risque-là, je peux le prendre dans mes livres? Est-ce que c'est un risque acceptable? Qu'est-ce qui pourrait ne pas bien fonctionner? Mais à TF, vous avez donné certains chiffres intéressants. Comme cela a été dit, vous devez nous étendre à travers de l'Afrique. Est-ce que nous comprenons ces risques comme il faut? Donc, de votre côté, quelles sont les règles que vous aimeriez voir de la part des régulateurs? Merci. Alors, ce que je dirais, comme l'a dit plus tôt, vous avez parlé donc, je crois que je vois deux choses. La première chose, c'est donc l'un des défis principaux, c'est donc le marché financier. Donc, en tant qu'investisseur, il y a quelque chose que nous devons garder à l'esprit, et nous sommes là pour un certain temps et nous cherchons donc des exits, des sorties. La deuxième chose, nous devons garder les investissements jusqu'à leur maturité. La deuxième chose, qui est la chose la plus importante, c'est l'absence d'instruments financiers qui permettent de couvrir nos risques. Ces investisseurs doivent faire face au risque FX, et ce que nous faisons en tant qu'AGF, c'est d'apporter des solutions, au moins pour le risque crédit. Mais le crédit FX est un risque qui subsiste. Donc, ces investisseurs qui viennent d'autres monnaies, d'autres devises, le dollar, l'euro, alors ça pourrait paraître intéressant, mais lorsque vous voyez la dépréciation, et tous les gains qu'ils font, ils peuvent le perdre lorsqu'ils doivent reconvertir dans les monnaies, dans les devises fortes. Maintenant, vous avez du Naira, vous voulez investir à Lomé ou au Kenya, qu'est-ce que vous faites? Vous devez transiter par le dollar. Donc, le fait que nous n'ayons pas suffisamment d'instruments financiers pour couvrir les risques, je vais vous donner un autre exemple rapide. Au cours de la Covid, les pays développés, l'instrument le plus utilisé était les garanties. Donc, les pays développés du monde ont été en mesure de décaisser 300 milliards de dollars pour pouvoir donner plus de confort aux investisseurs. Et je crois que l'un des défis principaux que nous avons en Afrique, c'est l'absence de ce type d'instrument. Et comment est-ce que vous pouvez gérer votre exposition au risque? Alors, quelque chose que je vois qui est important, qui est intéressant dans votre rapport annuel, qui revient à cette question du gap entre la perception du risque et le risque actuel, le risque réel, et qui est quelque chose que vous avez mentionné un peu plus tôt. Alors, la garantie totale était à 2% de votre portefeuille. Alors, de mon point de vue, lorsque je vois ce chiffre, mais cela ne ressemble pas à un portefeuille risqué. Et pourtant, on n'arrête pas de dire que l'Afrique est risquée. Oui, si vous venez ici, il va y avoir des problèmes. Il y aura des problèmes avec nos devises. Mais cela ne me paraît pas risqué. Mais de votre point de vue, qu'en est-il? J'étais très heureux lorsque son Excellence a mentionné dans son discours cette perception, cet écart de perception. C'est l'un des grands défis auxquels nous sommes confrontés en Afrique. Nous avons un énorme gap entre le risque réel et le risque perçu. Nous parlons même du nouveau souverain.
Son Excellence a mentionné le fait de l'Argentine, malgré tous leurs défauts, ils avaient de meilleures conditions que la plupart des pays africains qui n'avaient eu aucune défaillance. Alors, donc c'est un défi. Donc, au niveau des PME, lorsque vous pensez que la coopération est encore plus poussée, vous verrez. Alors, ce que nous essayons de faire à AGF, c'est donc d'apporter ce confort aux investisseurs pour leur dire que si vous faites un accord de garantie, au moins vous connaîtrez mieux le risque. Oui, et vous vous rendrez compte que ce n'est pas aussi risqué qu'anticipé. Quand vous prenez l'histoire de la crise financière, par exemple, que nous avons donc eu le risque technique, le risque de tech, donc au début des années 20. Après, nous avons eu la crise des subprimes en Afrique. Après, nous avons la crise euro en Afrique. Alors, toutes les crises financières que nous avons eues de par le monde, durant toute l'histoire du monde, aucune de ces crises n'est venue de l'Afrique. Mais les gens continuent à croire que c'est le continent le plus risqué. C'est une question de perception, mais encore une fois, comment est-ce que nous gérons cela? C'est simple, facile de se plaindre, mais par quel instrument offrons-nous aux investisseurs pour pouvoir absorber ce risque perçu? Pat, vous aviez intervenir? Je voudrais ajouter à cela, de la perspective du secteur assurance, lorsque vous prenez donc les ratios des pertes des compagnies d'assurance, normalement, c'est ce qui détermine le niveau de risque de votre entreprise. Une bonne perte, un bon ratio de perte, c'est jusqu'à 17%. Mais nous pouvons dire avec fierté que la moyenne africaine est approximativement 70%, alors qu'en Europe, c'est 90% ou même plus. Donc, en plus, c'est seulement 3% des plus grosses pertes du monde se sont produites en Afrique. Et ceci vient corroborer ce qu'a dit mon collègue. Donc, toutes ces statistiques montrent donc que l'Afrique, le portefeuille assurance en Afrique n'est pas aussi risqué que cela. Alors, manifestement, je vais admettre que nous avons des défis. Je ne dirais pas que c'est facile de faire des affaires en Afrique, loin de là. Et il y a aussi le problème de l'adéquation des données lors de la pénétration de l'assurance. Manifestement, donc c'est difficile de se faire une idée. Existe tous les risques. Mais lorsque vous regardez le risque, c'est l'Afrique, c'est le lieu où il faut venir faire des affaires plutôt. Et ceci est une question ouverte parce que, en définitive, de plusieurs façons, tout revient aux données disponibles pour évaluer le niveau de risque d'un marché. Serge, l'un des autres arguments, l'un des autres objectifs du groupe de la Banque mondiale, et votre président Bank a dit ceci clairement à une réunion la semaine dernière, notre business, c'est d'apporter des données, de s'assurer que ce gap-là est essentiellement comblé autant que possible. Alors, que devons-nous faire pour combler ce gap à la lumière de ce que j'ai vu, du travail que j'ai vu faire en Afrique? D'abord, je voudrais rebondir sur quelque chose que j'ai entendu des autres membres du panel, la différence entre le risque perçu et le risque réel. Et les données qui ont été présentées ce matin sont très révélatrices. Mais je suis totalement d'accord avec vous que pour réduire la perception du risque et finalement réduire le risque, les données sont importantes. Et les données, c'est la connaissance. Donc, à une réunion que nous avons eue à Marrakech, et c'était la première fois en 50 ans que la réunion annuelle de la Banque mondiale se déroulait sur le continent africain. C'est ici un message que nous voulions donner. Alors, ce qu'il nous faut, c'est une meilleure connaissance, une meilleure compréhension, un meilleur accès à l'information. Et dans ce monde, avec les nouvelles technologies, ces informations sont également faciles à rassembler. Au début, on a parlé donc de l'harmonisation, le fait que nous pouvons capter des données, des informations sur beaucoup de marchés différents. L'Afrique est un continent complexe avec différents pays, différentes réalités. Essayer de rassembler cette information est importante.
Autre chose que nous avons fait ces dernières années, des 4 ou 5 dernières années, ça a été d'avoir une présence sur le terrain. Nous nous rendons compte que si vous êtes à Washington, dans un bureau ou dans une ou deux villes en Afrique et vous voulez couvrir tout le continent, vous n'y parviendrez pas. Il faut que vous soyez proche de vos clients, proche de la réalité. Aujourd'hui, nous sommes présents dans 35 pays en Afrique. Nous avons des bureaux physiques avec du personnel dans 35 pays. Nous n'en avions que 20 il y a à peu près 3 ans. Donc cette présence est une façon pour nous d'avoir un meilleur accès à la connaissance, meilleur accès à l'information. Et notre rôle, c'est de partager cela. En tant qu'institution de développement, nous n'obtenons pas ces connaissances juste pour nous. Nous rassemblons ces connaissances pour les partager. La deuxième dimension, parlant des risques, et qui est également importante, c'est et au centre de cette stratégie du groupe de la Banque mondiale, c'est la stratégie de mobilisation. Pourquoi? Parce que lorsque nous avançons ensemble dans les institutions financières, on a souvent la tendance à avoir des vues alignées. Lorsque vous avez une, deux ou trois nations qui vont dans une direction, parce qu'il y a d'opportunités, les autres suivent. Donc nous voyons ce rôle-là dans la mobilisation des capitaux, amener des partenaires, particulièrement dans le cas de l'Afrique. C'est l'une des choses sur lesquelles nous travaillons, approfondir le secteur financier en Afrique pour que les institutions regardent au-delà de leur pays, au-delà de la région, parce que comme nous le savons, le continent est très vaste. Vous venez de l'Afrique de l'Est jusqu'ici, vous travaillez sur tout le continent. Alors, ce type de connaissances et de ponts que nous voulons établir, et c'est quelque chose que nous voulons soutenir. Une chose également que je dois mentionner qui est importante lorsqu'il s'agit des risques, il s'agit donc de creuser et de partager ce que nous trouvons comme information. Développer cette capacité donc à travers le travail avec la gouvernance des entreprises, travaillant sur des questions très pratiques et essayer de travailler à construire ces cas, à déterminer les produits qui sont bancables, des opportunités qui valent la peine d'être poursuivies. Et une fois que nous faisons cela, les financiers viennent. Et nous verrons cela. Et en Afrique, les opportunités sont fortes. Et nous voyons cela se produire en Afrique. Une autre question que je voulais poser, c'est sur les données. Il y a certains chercheurs très intelligents sur les sciences des données. Et une des choses qu'ils soulignent souvent, c'est que si je veux déterminer une carte de ce à quoi rassemble votre vie, l'une des choses les plus faciles, c'est de voir quels sont vos états financiers bancaires. Quel restaurant vous visitez, où est-ce que vous payez votre loyer. Donc, je peux avoir une trop bonne idée de la vie de quelqu'un avec ces informations. Donc, avec le nombre de données, tous les états financiers que les banques produisent, c'est une masse énorme d'informations. Mais le revers, c'est que vous pouvez avoir un océan de données, mais comment est-ce que vous en tirez un sens? Et cela est un défi. Oui, c'est un défi, mais je crois que les banques ont trouvé la solution à cela et ils investissent énormément dans l'interprétation de ces données, comment lire ces données. Et je crois que plus nous avons d'investissement dans les technologies d'information, plus cela est facilité. Parce que les données sont inutiles si vous ne pouvez pas les interpréter. Donc les banques, graduellement, s'investissent dans cela et je peux interroger mon système. Si je veux interroger mon système, ce ne devrait pas être difficile. Si je veux voir certaines tendances dans une section particulière de ma clientèle. Donc, je crois que si je prends par exemple les fonctionnaires et je veux voir leur schéma de vie, sur la base des données que j'ai dans mon système, cela doit être possible. Alors, ce que nous devons faire, c'est davantage regarder les données à travers l'industrie entièrement. Mais je crois que dans la banque, il y a suffisamment d'investissements qui ont été faits pour faire ce genre d'analyse, d'interprétation. Alors, comment est-ce que vous structurez cela? Par exemple, vous travaillez avec l'entreprise de Patricia et vous dites, voilà les risques que nous percevons, assurer les agriculteurs. Je prends juste un exemple, en Gambie ou au Zimbabwe. Alors,
vous allez pouvoir dégager un État sur ce à quoi ces fermiers sont confrontés. Mais quelqu'un dirait non, non, ça, il faut faire le parallèle avec le Ghana aussi. Est-ce que vous aurez besoin donc de données comparables à partager pour pouvoir faire ce travail de manière plus harmonieuse? Alors, lorsque nous sommes dans le pays, c'est facile de travailler avec ces données. Alors, si vous passez du Kenya, nous avons ce que nous appelons le CRO, c'est la perception du risque dans ce pays. C'est facile de dégager le profil du risque dans ce pays, unique à ce pays, parce que autant que l'Afrique est un continent, un même continent, nous avons quand même des variétés, des divergences, des spécificités. Donc, nous pouvons utiliser le même type de critères, mais vous devez le marier ou le mettre en parallèle donc de ces différences géographiques. Donc, vous pouvez regarder cette opportunité unique et dégager le profil pour un pays. Parce que les opportunités sur le terrain en Afrique ne sont pas les mêmes. Lorsque vous prenez l'Afrique de l'Est, par exemple, vous verrez qu'il y a beaucoup de données concernant les infrastructures, par exemple. Les infrastructures qui sont plus avancées. Et c'est plus facile d'évaluer une telle personne sur la spécificité de sa zone géographique. Mais nous pouvons... Donc, c'est très facile de commercer en Afrique avec ces données dans ce secteur particulier. Jules Impetré, je voudrais revenir à vous sur ce point. Concernant la question de comment est-ce que nous automatisons certains de ces processus d'évaluation des risques de manière transversale, parce que nous générons beaucoup plus de données dans nos systèmes financiers, mais et nous avons vu ceci dans d'autres marchés, les algorithmes d'intelligence artificielle font apparaître certains biais. Alors, comment est-ce que, en tant qu'institution financière africaine, de FinTech, comment est-ce que nous pouvons éviter de tomber dans les mêmes pièges? Alors, je crois que les données, dit-on, sont vous avez besoin de données pour faire tout ce que vous avez à faire. Mais j'aimerais dire que, oui, vous aurez besoin de régulateurs. Nos régulateurs auront un rôle clé à jouer pour s'assurer que que le secteur d'assurance et le secteur bancaire donc les lois soient harmonisées dans les différents pays pour que nous puissions commercer plus facilement entre les différents pays africains. Alors, l'avenir de l'assurance, des assurances ou de l'assurance dans les banques, nous avançons vers le secteur financier ouvert, où les banques et le secteur financier vont travailler davantage ensemble. Beaucoup d'entre eux travaillent déjà ensemble, mais également ceci va conduire à comment est-ce que nous fixons les prix et comment est-ce que nous évaluons nos clients individuels. Et cela m'amène par exemple à l'assurance paramétrique et d'autres produits d'assureurs et de réassureurs. Donc, en 30 secondes, est-ce que vous pouvez me donner une définition rapide de l'assurance paramétrique? Alors, l'assurance paramétrique, c'est aussi l'assurance des indices. C'est très basé sur, par exemple, lorsque nous parlons donc des agriculteurs de petite taille, vous pouvez faire... Donc, vous pouvez évaluer ces produits sur une base d'indices qui soient liés à la nature. Par exemple, c'est quelque chose qui serait donc enclenché si, par exemple, la pluie n'était pas au rendez-vous. Alors, vous, des questions sur les algorithmes, partage de données, qui devrait avoir accès aux données, qui ne devrait pas avoir accès aux données, quelles règles aimeriez-vous avoir règles de jeu aimeriez-vous avoir en place?
Alors, la technologie, manifestement, est clé pour exploiter ces données. Mais notre point de vue à EDF, c'est que les données ne sont qu'un outil. Lorsque vous voyez comment est-ce que la technologie avance, elle avance vraiment vite. Et nous avons l'intelligence artificielle, nous avons la technologie des métadonnées. Je peux vous dire que le type de technologie que nous avons aujourd'hui, même dans 5 ans ou même dans 2 ans, ce ne sera plus la même chose. Les choses avancent très vite. Alors, notre défi, c'est du côté des régulateurs. Est-ce que les réglementations peuvent aussi avancer aussi rapidement que la technologie, cette technologie sur les données? Je vais vous donner un exemple. La plupart des banques doivent, pour l'adéquation du capital, quel type de provision ils doivent prendre chaque fois qu'ils émettent un prêt. Alors, il y a certains biens et des biens meubles. Comment est-ce que la réglementation prend cela en compte? Les banques auront toute la technologie en place pour pouvoir suivre comment est-ce que ces biens déplacent. Mais les banques seront très avancées en termes de capitaliser et en termes de technologie. Mais comment est-ce que le régulateur également peut avancer vite pour pouvoir prendre en compte toutes ces nouvelles technologies et pour que je crois qu'en termes de provision, puis-je vous dire, en termes de provision, je crois qu'on peut prendre moins à cause de toute cette information que j'ai. Alors, il revient au régulateur donc d'évaluer ce qui est un niveau confortable. Alors, c'est cela le grand défi. Donc, du côté de la technologie, nous ne sommes pas très préoccupés, mais c'est du côté du régulateur que nous sommes préoccupés, si le régulateur peut avancer aussi vite que les banques. Donc, nous aurons certaines réponses pour vous jeudi. Alors, d'ici 2 semaines, certains d'entre nous seront à Dubaï pour COP28. Et c'est le thème sur lequel j'aimerais clôturer. Et parce que je sais que l'une des choses que nous allons discuter là-bas, c'est les pertes et comment est-ce que nous aidons nos pays donc à supporter ou faire face à ces questions climatiques. Alors, ce sera ma dernière question à tous les membres du panel. Sergio, commençons avec vous. COP28, quelle solution pensez-vous qu'on pourrait avoir? La COP 28 sera la COP de pragmatisme. Des solutions seront déployées très rapidement. Nous avons des chiffres, nous avons des estimations du montant requis pour l'adaptation, l'atténuation en Afrique. Et pour cela, c'est ce qui est pertinent pour AFI, c'est que l'Afrique a besoin de se développer et de renforcer son financement du climat. Nous avons parlé de nouvelles classes d'instruments et c'est là que nous devons servir de pionniers. Il y a des obligations vertes, différents instruments qu'on peut envisager et nous sommes prêts à accompagner cela. Et deuxièmement, ce que je veux dire, c'est que l'Afrique, on parle toujours des ratios de l'Afrique en matière de minéraux. L'Afrique a beaucoup de produits, des minéraux qui sont indispensables au développement pour une économie favorable au climat. Cette opportunité en Afrique, c'est de développer la chaîne de valeur là-dessus. Nous devons fabriquer des batteries pour les véhicules, pour les énergies diverses. Toute cette transition est indispensable, tout en ayant à l'esprit que en Afrique, 43% des populations n'ont pas accès à l'électricité. Je dis donc que nous avons besoin de solutions pour apporter l'électricité à tout le monde, des solutions vertes, des solutions de transition. C'est sur ça qu'on doit travailler. La COP 2028, du point de vue de EDF, c'est comment mobiliser les ressources. Les ressources sont là. Je viens de vous donner un exemple. Il y a de cela 10 ans, le volume total de Greenboard en 2014 était 15 milliards. En 2025, c'est passé à 600 milliards. On est passé à 15 milliards, à 600 milliards en 15 ans. Et si du point de vue des financiers, c'est que 2060, le marché va atteindre 300 000 milliards.
à la COP 28, c'est comment faire levier de ce marché pour mobiliser autant de ressources que possible pour l'Afrique. Aujourd'hui, l'Afrique reçoit moins de 3% du marché du verre. Et nous devons améliorer ça. Que vous dites l'Afrique? L'Afrique contribue à moins de 3% à la pollution, la pollution climatique. Du secteur de l'assurance et de la réassurance, nous sommes très enthousiasmés de participer à la COP cette année. Depuis déjà l'année dernière, on a commencé à se focaliser sur les pertes et dommages à travers la déclaration de Nairobi. On était à la COP l'année dernière, donc cette année, on est allé plus loin et on est à 140 sociétés d'assurance et de réassurance et des intermédiaires, et nous voulons nous concentrer sur notre participation en tant qu'assureur et assureur pour corriger les choses. Surtout, nous penchons sur les pertes et dommages. Nous sommes en train de nous attendre au financement qui va émaner de la COP. Espérons que ce financement puisse vous parvenir. Le dernier mot à vous, Viola. Mon attente, c'est que nous puissions avoir une meilleure collaboration. Le secteur financier africain va saisir l'opportunité particulière que représente la COP28. Je crois que très rapidement, nous devons proposer des produits appropriés qui vont amener à l'inclusion bancaire. Nous avons toujours des pénétrations des banques à travers l'Afrique. Le taux le plus élevé, c'est 20%. Il y a beaucoup de personnes qui sont en dehors du secteur bancaire et il faut travailler à ce niveau. Ma plus grande espérance, c'est la connexion intra-Afrique. On est à 14% entre nous. Je crois qu'avec la COP 28, les banques vont occuper la place centrale. On ne sera pas à l'écart. On va travailler en partenariat avec la FinTech pour promouvoir la connexion interafrique. Et quoi, ces deals seront annoncés à FIS 2024. Merci aux panélistes. Pendant que les panélistes sont en train de libérer le panel, nous allons écouter deux personnes qui font quelque chose de particulier. Ils sont dans le domaine des finances et du développement. Ils ont géré ces institutions. Ils ont été confrontés à des défis majeurs. On ne va pas sous-estimer les défis sur le continent. Je voudrais les inviter pour cette conversation. Jeremy Owari, il est le directeur du groupe EcoBank. Nous avons Serge Ekwe, il est le président de la Banque ouest-africaine.